Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Culture Physique. Notre invitée aujourd'hui est Ursula Bassler, qui est physicienne, physicienne des particules, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, et vous dirigez un important service au commissariat à l'énergie atomique. Et dans cette première partie de l'émission, j'aimerais vous demander comment vous êtes arrivé à la science. Est-ce que ça vient de votre famille? Est-ce que vous avez fait une rencontre qui vous a mise sur le chemin de la physique? Est-ce que c'est une curiosité personnelle? Il y a différentes raisons qui jouent pourquoi je suis finalement arrivée à la science. Il y a certainement une raison familiale, c'est que j'ai un grand frère qui avait des livres de vulgarisation scientifique. Et donc dès Oui. que j'ai pu m'en emparer, j'ai commencé à lire dedans. Et moi, ça m'a fasciné de savoir comment les choses sont faites, surtout comment la matière est faite. En fait, c'était ça Oui. qui m'a fait le plus, qui m'a le plus intriguée. Et bon, au fur et à mesure des années, effectivement, je continue à aimer la science à l'école. Mais il faut dire aussi que je m'intéressais à plein d'autres choses. Ce n'était pas que la science. Maintenant, moi je viens d'une famille, d'un village où ce n'était pas dans les coutumes d'aller faire des études à l'université et surtout pas des études très poussées. Si on faisait des études, c'était quelque chose de bien pratique. Il y a un agriculteur, un architecte, un ingénieur. Donc l'idée d'aller dire à mes parents, écoutez, je voudrais bien faire des sciences humaines, c'était complètement inimaginable. Des sciences humaines. Des sciences humaines, oui, parce que ça, c'était des intellectuels, c'était des gens qui ne travaillaient pas, c'était pas sérieux. Non, mais d'habitude, les sciences humaines n'incluent pas la physique. Non, non, non. Et donc, je savais que si je voulais faire des études avec la physique, j'avais l'appui de mon grand frère, parce que lui, ça l'intéressait. Ah, c'était une stratégie. C'était une stratégie. Et donc je m'orientais plus vers la physique. Ensuite, après le bac, en Allemagne, c'est assez courant qu'on va un peu à l'étranger. Et moi, j'avais hâte de partir, donc j'ai choisi d'être fille au père à Paris. J'ai tombé amoureuse, je ne voulais plus partir. Donc, quand la question s'est vraiment posée, qu'est-ce que je vais faire maintenant, je me suis dit, bon, je vais aller faire des études ici à Paris. Et là, le gap d'aller faire des sciences humaines en français, c'était vraiment trop grand. Donc je me suis dit, bon, la physique, les maths, ça je comprendrai, même si je ne comprends pas très bien À le cause de français. la langue À cause de la langue, ça m'a fait peur. Et donc voilà, c'est comme ça que... Donc c'est presque un choix par défaut. Un peu, oui, un peu. Et donc vous avez fait vos études de physique à Paris, du coup, À Paris 6, oui. à l'université. Oui. Et vous aviez déjà eu un contact avec les grandes expériences que réclame la physique des particules, ces grands collisionneurs, ces grands détecteurs. Quelle connaissance vous aviez à l'époque de ce qui se fait en physique dans les laboratoires? Très peu, rien. Essentiellement rien. Et la seule chose que je savais, je voulais savoir ce qu'il y a de plus fondamental. Ça m'a guidée juste à travers mes études pour faire les choix au fur et à mesure. Mais je ne connaissais pas les laboratoires. Une fois, je voulais faire un stage l'été avec un chercheur. Je me suis renseignée auprès d'un prof. Mais c'était impossible d'avoir un financement et comme le financement des études, c'était quand même pas quelque chose de très simple, et il fallait quand même que je gagne un peu d'argent pendant l'été pour le reste de l'année, je suis allée travailler à la chaîne plutôt que d'aller voir l'intérieur d'un laboratoire, quoi. C'est formateur aussi. Tout à fait, et je ne regrette pas du tout cette expérience. Et donc vous commencez vos études à l'université à Paris, des études de physique. La physique des particules, d'après mon souvenir, on en parle assez peu dans les premières années du cursus universitaire. C'est plutôt la physique du 19e siècle, la thermodynamique, l'optique, la mécanique, mais assez peu la structure profonde de la matière. Il faut attendre plusieurs années pour entendre parler de protons, vraiment, de quarks, d'électrons. Et donc, vous aviez déjà une idée de tout ça avant, au Oui, début? au niveau des livres de vulgarisation que j'ai lus, j'en avais une idée de ce que c'était à peu près la matière. Et je dois dire, les premières années à l'université, je trouvais presque la chimie plus agréable parce qu'elle parlait d'atomes que la physique qui parlait de mécanique ou des choses qui n'étaient pas vraiment fondamentales dans le sens que je voulais l'approcher, quoi. Donc c'était pas toujours très motivant, c'était pas toujours très simple. Pour faire les études, il faut quand même aussi s'y accrocher. Je trouve l'enseignement
je ne l'ai pas très bien vécu, l'université en France, parce que moi, à l'école, j'avais une vision de l'université où l'université était une liberté, était un choix de pouvoir aller suivre différentes voies et vraiment d'explorer d'une manière assez personnelle ce dont quoi on était intéressé. Et je me trouvais à l'université, on me donnait un emploi du temps comme je ne l'ai pas connu les 2 dernières années à l'école même. Et avec les examens à la fin d'année, j'étais outrée. J'étais outrée. C'est la France. C'était la France. Et bon, comme j'avais des raisons personnelles de rester à Paris, je me suis accrochée pour réussir. Mais je n'ai pas apprécié. Ouais. Mais ça illustre quelque chose d'assez étonnant, c'est que finalement la vulgarisation parle beaucoup plus de la physique du XXe siècle que l'enseignement, qui parle plutôt de la physique classique. Et du coup, elle est là pour, je parle de la vulgarisation, elle est là pour compenser une sorte de retard de l'enseignement par rapport aux travaux de recherche. Tout à fait, pas juste à l'université, même déjà à l'école. Hein. À l'école, il y a toujours dans les livres le dernier chapitre qui est dédié à la physique des noyaux, la physique atomique, mais on n'y arrive jamais. Les programmes s'arrêtent toujours avant et c'est extrêmement frustrant. Et du coup aussi, il y a peu de choses qui font vraiment rêver les élèves à l'école pour aller chercher quelle est la physique d'aujourd'hui, où on est en fait avec nos connaissances. Et alors comment ça se passe? Où apparaît le premier vrai déclic vers les particules? La première visite de laboratoire, le premier contact avec ces instruments? Le premier vrai déclic, c'est dans la maîtrise, où là, on commence à enseigner la physique des particules. Ensuite, on a fait une visite au CERN, mais c'était déjà au niveau DEA, donc il y avait déjà un premier choix vers la physique des particules, qui n'était pas facile pour moi à faire. J'ai hésité pendant longtemps entre la biophysique et la physique des particules. Et la visite du CERN, c'était quand même un moment assez particulier, parce que j'ai toujours été fascinée par les appareils, par les détecteurs, par l'ambiance qu'il y avait dans les halls où les gens ont travaillé sur ces détecteurs. Ça, je trouvais absolument C'était en quelle année fascinant. cette première visite? C'était en 91. Ouais. Donc Juste avant le LEP était en fonctionnement déjà. Ouais. Il y avait eu des prix Nobel attribués à des physiciens du CERN pour la machine d'avant. Exactement, oui. Et donc effectivement, il y a le LEP, on peut peut-être rappeler que c'est un collisionneur qui faisait 27 km de circonférence et qui faisait des collisions entre des électrons, des positrons, et il a joué un rôle très important pour tester ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, dont on reparlera sans doute. Et donc après cette visite, la voie a été choisie. Si je suis honnête, non. Après cette visite, il y a eu l'enseignement du second semestre. Ça m'a beaucoup ennuyée. Je me suis dit non, c'est fini, je ne vais plus faire de physique des particules. Et j'ai commencé à chercher un sujet de thèse dans toute autre chose. Je faisais un stage sur les feux de savane en Côte d'Ivoire pour le climat. Les feux de savane? Oui, comme traceur sur les fumées. Mais bon, ça ne collait pas non plus tout à fait. Et j'ai retrouvé un sujet de thèse en physique des particules sur la structure du proton qui m'a intriguée, où l'équipe m'a semblé aussi accueillante. J'ai plus choisi aussi parce que je voulais travailler avec ces gens-là. C'était où? C'est à Paris. D'accord. Et c'était sur H1 à Désy, à Hambourg. Et, donc en voilà, Allemagne. En Allemagne, ce qui m'a bien plu aussi pour rétablir un contact avec le pays. Et c'est comme ça que je suis finalement restée dans la physique des particules plus qu'y arriver. Donc ça, ERA, c'était un collisionneur qui était d'un type un peu particulier, puisqu'il était hybride. Et il y avait un faisceau d'électrons qui percutait un faisceau de protons, alors que d'habitude, les collisionneurs font des collisions entre particules et antiparticules. Là, c'était deux espèces différentes de particules qui avaient des collisions. Et surtout, c'était... Non, pour savoir si c'était une communauté très couplée aux autres communautés de physique des particules, ou s'il y avait une ambiance très spéciale, parce que la machine était spéciale. C'était une communauté qui était un peu... beaucoup de gens, surtout dans le laboratoire où je travaillais, ils ne voyaient pas cette machine d'un bon œil. C'était plus axé sur le LEP ou d'autres expériences. Mais finalement, cette machine, comme elle était
un faisceau d'électrons sur une cible, sur des protons. On a fait ce type d'expérience autrefois uniquement sur cible fixe, c'est-à-dire on a eu un matériau fixe et on a envoyé des électrons dessus, et le fait de le mettre en collisionneur, hein, ça a permis vraiment un saut tant en technologie de détection, tant en manière de pouvoir sonder la structure du proton. Et c'était fascinant, mais beaucoup de gens ont toujours dit que Hera ne pourrait pas adresser vraiment une nouvelle type de physique, mais resterait très terre-à-terre. Et effectivement, les résultats les plus importants d'Hera permettent de donner une description extrêmement précise de la structure du proton, qui aujourd'hui est bien utile pour les études au LHC ou à d'autres collisionnaires hadroniques. Mais ce n'était pas la physique la plus sexy, disons, dans les yeux de la communauté des physiciens de particules. Et vous êtes resté combien de temps? Moi, je suis restée 7 ans là-bas, oui. Et ensuite, vous êtes parti aux États-Unis Oui. pour travailler Au Tevatron. à Chicago. Oui. Le Tevatron, donc ça c'est... Qu'est-ce que c'est que le Tevatron par rapport C'est un collisionneur donc de protons et d'antiprotons qui avait à peu près la même circonférence que Hera et aussi les mêmes énergies au niveau des protons. Mais il a permis d'accéder des énergies dans le centre de masse, donc des énergies qui permettent de produire des particules plus importantes que Hera. Et donc aujourd'hui, c'est la machine qui est la plus énergétique comparée au LHC, ou avant que le LHC ne démarre. Et le Tevatron, il a fait en 1995 une découverte très importante quand même pour la physique des particules. C'était le dernier quark qu'on n'avait pas encore mis en évidence directe, c'est le quark top. Et c'était donc l'unique endroit dans le monde où on pouvait produire ce quark top. Donc ça... Parce qu'il y avait assez d'énergie dans les collisions. C'est un Exactement. quark très, très massif, donc il faut beaucoup d'énergie pour le produire. Vous y étiez? C'était en Non. 96? Non, moi je suis arrivée en 98. Mais cette découverte m'a quand même intriguée. Et donc je voulais étudier ce quark top plus en détail. Il y a eu une période où le Tevatron s'est arrêté pour améliorer le faisceau et les détecteurs afin de produire plus de ces quarks-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint, avec tout un groupe de Français, la collaboration là-bas. Et l'objectif des expériences de l'époque, c'était déjà de trouver cette particule dont on va sûrement reparler, et qui s'appelle le boson de Higgs, ou il y avait d'autres choses? C'était étudier le quark top. C'était aussi rechercher le boson de Higgs, mais ça semblait encore très loin. Et c'était aussi de faire des mesures de précision dans le cadre du modèle standard, éventuellement découvrir la supersymétrie ou des phénomènes au-delà de la physique comme on la connaît aujourd'hui. Alors peut-être pour finir sur un peu de pédagogie, qu'est-ce qu'on appelle le modèle standard en physique des particules? Le modèle standard, c'est la description qu'on a aujourd'hui de tous les phénomènes qui nous entourent et qu'on peut expliquer au niveau subatomique. Donc dans le modèle standard, on postule qu'il y a un certain nombre de particules, des particules qui forment la matière baryonique, donc telle qu'elle est dans les noyaux des atomes. Ce sont les quarks, liés entre elles par des gluons. Et à côté, les leptons, donc c'est l'exemple typique, c'est l'électron qu'on retrouve à nouveau dans les atomes, plus des cousins de l'électron qui sont plus lourds, le muon, le tau, et associé à eux des neutrinos. Cet ensemble de particules interagit entre eux à travers des forces, et on regarde sur le niveau subatomique essentiellement 4 forces ou 4 particules qui médient les forces. C'est les gluons qui tiennent ensemble les quarks au sein d'un noyau atomique. C'est le photon qui est responsable de toutes les interactions électromagnétiques. Donc l'exemple le plus typique de la vie courante, c'est la lumière. Et il y a des bosons de l'interaction électrofaible. Cette interaction-là, on la trouve dans les désintégrations radioactives. Et c'est une interaction qui a une courte portée. Et donc, les
particules qui la médient sont massives. Et c'est par là qu'on va ensuite postuler le boson de Higgs pour expliquer la masse de ces particules. Ça fait beaucoup de particules en même temps. Il y a beaucoup de vocabulaire, il faudra qu'on revienne là-dessus la prochaine fois. Mais d'ores et déjà, merci beaucoup pour cette première émission qui nous met l'eau à la bouche pour la suite.